Dis-moi quel schéma répétitif tu vis et je te dirai quelle est ta blessure dominante. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de schémas répétitifs qui ont pour origine, qui ont pour cause le mécanisme de la blessure dominante. Et je vais commencer par la blessure d'invisibilité. Si tu fuis les relations toxiques quand tu les vois, mais que tu n'arrives pas à couper le lien définitivement, il y a de fortes chances pour que ta blessure dominante soit la blessure d'invisibilité. Et voici pourquoi. Quand on a une blessure d'invisibilité dominante, on a ce mécanisme de retrait social lorsqu'on est épuisé énergétiquement. Or, les relations toxiques, la plupart du temps, elles drainent la personne qui est dedans. Elles la drainent énergétiquement. Et c'est pour ça que quand on a ce mécanisme de se retirer socialement, de se retirer même de la relation, c'est le signe qu'on a une blessure d'invisibilité dominante. Mais le truc avec la blessure d'invisibilité, quand elle est dominante, c'est qu'on a une tendance à être super bienveillante, on a tendance à toujours comprendre les autres, à réussir à faire preuve d'empathie vraiment très forte et de réussir à comprendre les autres et surtout la blessure d'invisibilité dominante, comme elle a ce mécanisme d'hyperpositivité, elle nous pousse à toujours aller chercher le meilleur chez la personne. Il y a, pour ces personnes qui ont une blessure d'invisibilité dominante, la conviction qu'il y a toujours du bon chez les autres, toujours. Et donc, en fait, lorsqu'on a cette envie de faire ressortir chez l'autre sa part lumineuse, sa belle part, on peut rester comme ça, bloqué pendant très longtemps dans des schémas répétitifs toxiques parce qu'on a cette volonté de décoder le mécanisme de l'autre pour l'aider à sortir de là, pour l'aider à se reconnecter à sa lumière intérieure, pour l'aider à devenir une belle personne, une bonne personne. Combien de temps on peut rester à faire ça? Des années, des dizaines d'années. Ça, c'est vraiment quelque chose de flagrant chez les personnes qui ont une blessure d'invisibilité, c'est que ça peut être vraiment un cycle sans fin. Et comme il y a cette bienveillance, on a du mal, on a de la difficulté à couper définitivement le lien avec l'autre. Donc il y a toujours une porte d'entrée qui reste dans notre maison intérieure, une porte d'entrée accessible pour cette personne-là. Quand on a une blessure d'invisibilité dominante, on a du mal à claquer la porte définitivement. On a du mal à dire un non ferme et définitif. Et c'est ça qui fait que souvent, on comprend que la relation est toxique, on sort parce qu'on n'en peut plus, on est épuisé énergétiquement, et puis la personne revient. La première chose qu'on fait, c'est de regarder et d'observer ce qui a changé. Peut-être est-ce que la personne, elle est enfin en train de comprendre qu'elle a besoin de se reconnecter à sa lumière intérieure? Peut-être qu'on se souvient aussi des bons traits, des bonnes parties de la personne. Et c'est pour ça que quand l'autre revient dans notre vie, on ouvre la porte parce qu'on a d'abord cet espoir que la personne a compris, s'est reconnectée à sa lumière, a pu guérir, a pu comprendre des choses sur elle-même. Donc on a toujours ce bénéfice du doute, on a toujours envie de croire en le bon qui est dans la personne et c'est pour ça qu'on ouvre de nouveau la porte. Et puis alors à ce moment-là, ça repart pour un tour. On a tellement la capacité de comprendre l'autre, de le comprendre avec le cœur, on a tellement la capacité de se dire, c'est pas grave, c'est pas de sa faute, il va apprendre, il va comprendre, il va cheminer, il va guérir. On a tellement cet espoir-là qu'on peut véritablement rester dans des schémas toxiques pendant très longtemps. Et on a une telle capacité à supporter des choses, à surmonter des choses, on a une telle capacité de résilience qu'on peut véritablement même ne pas sentir toutes ces années de répétition qui passent. Alors, quelle est la clé? Eh bien, la clé, c'est de reprendre la place centrale de sa vie. Nous sommes le personnage le plus important de notre vie. Nous sommes le centre de notre monde. On a besoin de retrouver cette place-là, on a besoin de la reprendre, on a besoin de reprendre la souveraineté de notre vie et de notre énergie, et on a besoin aussi de rendre la responsabilité à l'autre de ce qui lui appartient. Je suis responsable de mon bonheur, vous êtes responsable du vôtre et les autres sont responsables du leur. Ne portez pas plus de responsabilités que vous n'en avez déjà. Et reprenez le cœur de votre maison intérieure, reprenez la place centrale de votre vie parce que c'est là où vous devez être. Et je sais combien ça peut être difficile. Je sais combien il est difficile de se placer au cœur parce qu'on a l'impression que si on se place
au centre de notre vie, on va devenir égoïste et on n'a pas envie de l'être. Mais non, en fait, on n'est pas égoïste, on est juste en train d'occuper notre réelle place. Parce que si on est responsable de notre bonheur, on doit occuper la place centrale. Personne ne nous donnera une belle place, c'est à nous de l'occuper. Et si tu choisis toujours la plus petite des options, la pire des options, si tu n'oses pas rêver grand, si tu te contentes et même tu dis que c'est ta préférence, alors probablement que ta blessure dominante est la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation fait quelque chose de véritablement très bizarre en fait. Elle va inverser ce qu'on préfère et désire de ce qu'on déteste et n'accepte pas. C'est vraiment bizarre de voir comment une blessure, un mécanisme de blessure peut inverser ça, peut inverser ce qu'on désire et ce que surtout on ne veut pas. Prenons un exemple. On a un plateau avec différents gâteaux, différentes parts, différentes tailles. La blessure d'humiliation va faire qu'on va aller choisir le morceau qu'on ne veut pas au lieu de choisir celui qu'on préfère. Vous voyez l'idée? Ça inverse ce que je préfère avec ce que je ne veux pas. Et donc, en choisissant ce morceau-là, c'est comme si on voulait se prouver qu'on était libre de choisir, parce que la blessure d'humiliation, c'est une blessure qui a besoin, qui recherche vraiment la liberté. Mais en choisissant aussi cette part qu'on ne veut pas, la plus petite, ou bien tout simplement celle qu'on préfère le moins, en faisant ça, c'est comme si on se parlait et on se disait que c'était ça qu'on mérite, pas plus, et que les autres méritent d'avoir les autres parts qui sont plus grandes ou meilleures. Il y a comme cette petite voix qui dit ce qui est bien, ok, c'est pas pour moi. Non, le rêve, il est trop grand, c'est pas pour moi. Ah, la grande voiture, non, c'est pas pour moi. Moi, je préfère la petite voiture. Et on dit je préfère la petite voiture, alors que réellement, je préfère la grande, mais je choisis la petite. Voyez comment ça se passe au niveau de cette blessure d'humiliation, comment elle inverse les choses. Et ça va générer de la colère à l'intérieur, parce qu'à chaque fois qu'on dépasse les limites, à chaque fois qu'on est au-delà des limites de ce qu'on désire, il y a de la colère qui se manifeste. C'est un message, cette émotion est là pour nous signaler qu'une limite risque d'être dépassée ou qu'une limite a été dépassée. Et cette colère, qu'est-ce qu'on en fait? On la retourne contre soi. Et c'est là où on peut vraiment devenir même très cruel à son propre égard. Et en étant très méchant avec nous-mêmes, on va appeler les personnes à être méchantes avec nous. Et il va même y avoir une part de nous qui sera d'accord avec ça et qui va laisser faire. Alors, quelle est la clé ici? Eh bien, la clé de libération de la blessure d'humiliation, c'est d'honorer son corps. C'est vraiment comme ça une phrase toute simple, mais qui est ô combien difficile à mettre en œuvre lorsqu'on a une blessure d'humiliation dominante. Honorer son corps pour honorer le temple qu'on habite. Et j'utilise bien le mot honorer pour ne pas utiliser l'amour de soi, l'acceptation de soi, parce que tout ça, c'est encore plus difficile, je trouve, qu'honorer son corps. Honorer son corps, c'est penser à lui, c'est penser à lui faire du bien, c'est intentionnellement et en conscience lui apporter ce qui va pouvoir le nourrir, lui donner de l'éclat, lui faire du bien, le détendre et surtout, surtout honorer son corps, c'est cesser d'être cruel avec lui, c'est cesser d'être méchante avec lui. L'honorer, c'est reconnaître que nous avons reçu la vie et que notre corps est notre temple à honorer. C'est vraiment la clé de libération que je propose pour cette blessure d'humiliation. Et si tu t'investis beaucoup dans la relation et qu'ensuite tu es déçu, la blessure de désillusion est probablement ta blessure dominante. Quand on a une blessure de désillusion, on a cette tendance à investir et à toujours réfléchir sur le long terme. Quand on entre dans une relation, on la construit en conscience, mais pour du long terme. Donc on va investir et s'investir dans la relation. Et si en face de soi, on a une personne qui ne s'investit pas autant, qui ne s'engage pas autant, on va finir par être déçu. Et cette déception va faire qu'on va juger l'autre, qu'on va peut-être même le mépriser, qu'on va être révolté, qu'on va être en colère, qu'on va trouver ça injuste. Mais ça, c'est parce que la blessure de désillusion fait qu'on s'investit en début de relation. Et cette blessure de désillusion, elle fait aussi qu'on a une allergie
au laisser-aller. Donc on a l'impression que la personne ne se saisit pas, se laisse aller et que c'est pour ça qu'elle n'est pas en train de s'investir dans la relation. Alors qu'en réalité, elle est juste peut-être en train de tester, de voir si elle a envie de s'engager dans la relation, de voir si elle a envie de s'investir. Et ce temps-là va vraiment générer de la colère froide chez la personne qui a une blessure de désillusion dominante. Cette colère froide, c'est une colère qui est retenue, mais qui finit par éclater. En tous les cas, qui va s'exprimer au travers du mépris, au travers du jugement, au travers des critiques, au travers des reproches, au travers de ces petites flèches au quotidien. Et on a même tendance à vouloir donner beaucoup de conseils parce qu'on a le sentiment que si la personne ne s'investit pas autant que nous, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas au courant de certaines choses, qu'elle ne maîtrise pas certaines choses. Donc on donne énormément de conseils, voire même des conseils éducatifs. Mais le résultat avec quelqu'un qui n'en veut pas de ces conseils, c'est qu'il va fuir, voire même parfois nous éviter littéralement. Alors on est déçu. On est déçu parce que la personne ou les personnes en face de nous ne sont pas à la hauteur de tout ce qu'on est en train de donner. Et la clé de libération de cette blessure de désillusion, c'est le lâcher-prise. Alors en son temps, le lâcher-prise, c'est hyper difficile à faire, hyper difficile. Deux mots tout simples, mais qui sont hyper compliqués à mettre en œuvre. On s'entend. En fait, pour lâcher prise, mon meilleur conseil, c'est d'ouvrir le cœur. Parce que quand on écoute le cœur, on peut commencer à se mettre à la place de l'autre et à prendre conscience qu'il n'y a pas une seule manière de faire, c'est-à-dire la nôtre. Il y a d'autres manières de faire et lâcher prise, ça permet aussi de laisser l'autre faire à sa manière, même si c'est pas la manière qu'on préfère. Lâcher prise, c'est d'accepter qu'on n'a pas le même standard d'exigence que les autres. C'est vrai que quand on a une blessure de désillusion, on a un niveau d'exigence, mais mon Dieu, vraiment très élevé. Et là, en fait, c'est de prendre conscience que les autres peuvent avoir un niveau d'exigence moins élevé que nous. Ce n'est pas pour autant que ce sont de mauvaises personnes. Elles ont juste un niveau d'exigence différent du nôtre. Et notre seul choix, c'est soit d'accepter ce niveau-là et ça appartient à l'autre, soit de dire, OK, on n'a plus rien à faire ensemble. Moi, ça m'active trop de te voir comme ça, te laisser aller, ou ça m'active trop que tu ne sois pas au même niveau d'exigence que moi. C'est de laisser l'autre libre de ses gestes, libre de ses standards, libre de ses limites, de ses barres d'exigence et de s'occuper juste des siens. Et puis, ce qu'on donne, si c'est notre initiative, on doit aussi vérifier que ça fait du bien à l'autre ou que ça fait plaisir à l'autre. On ne peut pas donner quelque chose et dire ça a de la valeur, tu dois accepter et tu dois voir de la valeur dedans et tu dois faire comme si tu étais en train de recevoir un super cadeau. Si l'autre pense que ça n'a pas de valeur, il va subir les conseils ou va subir ce qu'on donne. Il ne va pas savourer. Donc on a vraiment besoin de comprendre que quand on donne, on a besoin de vérifier que l'autre est bien en train de recevoir et pas en train de subir ce qu'on lui donne. Et je pense que juste cette compréhension-là, elle peut littéralement changer une relation. Ne me croyez pas sur parole. Essayez et voyez ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, sous le joug d'une blessure d'invisibilité, d'humiliation ou de désillusion? Eh bien parce qu'il y a une autre blessure qui est active avec cette première blessure-là. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, je vous mettrai le lien ici. En fait, toutes les blessures fonctionnent en duo. On a toujours une blessure qui donne et une blessure qui cherche à recevoir. On a toujours un duo qui vient équilibrer le donner et recevoir intérieur. Pas seulement dans la relation, mais également en nous. Donc quand on a envie de recevoir quelque chose ou quand on a envie de prendre ou de demander quelque chose, on est conscient qu'il y a une contrepartie à donner. Donc parfois, on va donner pour prendre, on va donner pour demander, on va donner pour recevoir, ou bien on va proposer, comme le fait si bien la blessure d'invisibilité, pour prendre, demander ou recevoir. Ou bien, pour la blessure d'humiliation qui est très permissive et qui laisse l'autre se servir, on va laisser l'autre prendre pour justement nous aussi prendre en contrepartie ou demander ou recevoir. Donc il y a toujours un duo. Donc les trois blessures à l'origine des schémas répétitifs, invisibilité, humiliation et désillusion, sont là parce que ce sont les trois blessures qui donnent, offrent et permettent à l'autre de se servir. Et en face, on a trois blessures qui veulent recevoir, demander ou prendre. Ces trois blessures-là vont jouer en duo
avec les trois premières. Donc, si vous avez une blessure d'invisibilité, vérifiez ce que vous cherchez à recevoir ou à prendre dans la relation en question. On donne toujours pour recevoir ou prendre. Toujours. Et ça a été la plus grande révélation qui m'a permis de littéralement sortir de tous les schémas répétitifs, toxiques que je vivais depuis des dizaines d'années. Ça m'a permis de comprendre que si je suis en train de laisser faire l'autre, si je suis en train de me suradapter, si je suis en train de donner en excès, c'est probablement parce qu'en face, je suis en train d'essayer de recevoir ou de demander quelque chose ou de prendre quelque chose. Et si je le fais, c'est parce qu'il y a un besoin de la blessure en face qui est en duo avec la première. Si par exemple j'ai une blessure d'abandon qui est active en duo avec une autre blessure qui donne, la blessure d'abandon, elle est là pour sécuriser les liens, elle est là pour préserver le lien, pour éviter les séparations. Donc peut-être que pour ne pas perdre une personne, je suis prête à donner beaucoup, je suis prête à me suradapter, je suis prête à laisser l'autre se servir à sa guise pour ne pas le perdre. Si par exemple c'est une blessure de rejet qui est active, je vais peut-être me suradapter ou donner ou être très permissive pour pouvoir sécuriser le lien qui va me protéger, qui va me stabiliser, qui va m'ancrer. Donc peut-être que pour garder quelqu'un dans ma vie que je pense être quelqu'un qui me protège, qui me stabilise et qui m'offre vraiment une forme de sécurité financière, matérielle, émotionnelle, eh bien peut-être que je vais donner ou me suradapter ou être permissive à l'excès. Et si j'ai une blessure de défiance qui cherche à se servir, peut-être que je vais donner ou permettre à l'autre de se servir ou bien me suradapter pour pouvoir me servir à mon tour. Donc observez un petit peu ce qui se passe dans la relation. Posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de chercher à obtenir de l'autre? Ou qu'est-ce que je suis en train de chercher à continuer à recevoir ou à prendre de l'autre? C'est là où vous allez avoir votre véritable réponse. C'est là où vous allez comprendre pourquoi en face, vous vous suradaptez, vous êtes permissif, vous vous donnez en excès. Regardez le duo de blessures et vous allez tout comprendre sur votre mode de fonctionnement en relation. Et si vous en avez marre de revivre les mêmes relations toxiques répétitives, les mêmes schémas toxiques qui se répètent à l'infini, je vous propose de regarder cette vidéo qui explique comment protéger votre cœur pour que plus jamais il ne soit brisé. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée ou soirée où que vous soyez sur cette planète et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.